Alors, le récollement des collections, moi je compare souvent à un inventaire de magasin. On dénombre les produits de son fonds de commerce. Il permet de vérifier si l'intégralité des objets normalement inventoriés dans un registre d'inventaire ou une base de données est présent. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est manquant? Alors, il faut bien distinguer le prêt, qui est généralement sur une courte période, généralement moins d'un an, si sauf le prêt est itinérant, du récollement, qui peut durer plusieurs siècles, qui est reconductible tous les 5 ans par tacite reconduction. Alors, il faut également différencier le récollement décennal, le récollement décennal qui s'inscrit au sein des musées par un registre d'inventaire. C'est une obligation légale des musées de France. Tous les musées de France sont soumis au récollement décennal. Du récollement des dépôts, alors les récollements des dépôts, c'est les collections archéologiques qui sont à l'extérieur, qui se trouvent dans des institutions chez les dépositaires. Alors là, il fait l'objet d'un registre des dépôts. En fait, on n'inscrit pas les objets qui sont à l'extérieur dans le registre d'inventaire, mais dans un registre des dépôts. Alors, les dépositaires. Alors, on appelle dépositaires tous ceux le dépositaire est l'institution qui a les objets déposés. Alors, ça peut être un musée, comme un musée de France, mais pas obligatoirement. Un ministère, une commune, un département, une région, un monument historique ou un particulier. Alors, il faut savoir qu'au Drasme, nous avons des collections dans des aquariums, des commissariats, des postes de douane, des mémoriaux, des préfectures maritimes, des offices du tourisme, des administrations, cabinet du préfet par exemple, des bases navales, des universités et des gîtes d'État. Donc on a beaucoup de dépositaires. Alors le déposant, c'est le propriétaire des collections. Alors le Drasme, par exemple, gère les biens culturels maritimes de l'État. On est dépositaire. Alors le récollement des dépôts existait il y a plus de 2 siècles, mais il était peu appliqué. C'est le ministère de l'Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, qui publie un arrêté le 31 août 1801. Alors il va créer 15 musées pour accueillir des œuvres d'art du clergé, devenus bien nationaux, des immigrés et des vols de l'armée révolutionnaire. Alors le musée du Louvre est créé en 1793. Et en fait, il ne peut pas recevoir toutes les collections de l'État. Donc les biens vont être répartis dans les musées français. Donc quel rapport avec le récollement? Donc ces musées nationaux vont avoir pour mission de déposer des œuvres de leur collection dans des musées de collectivité afin d'élargir la culture à tous. Pour gérer ces dépôts, des registres de dépôts sont donc créés. Mais les récollements de ces objets demeurent peu fréquents, voire inexistants. Donc, c'est en 1996-1997 que va être créée la commission de récollement des œuvres d'art. Alors, en fait, cette commission a été créée parce que la Cour des comptes, en 1996, fait état d'une mauvaise gestion des inventaires et d'un manque de suivi et de nombreux vols dans les préfectures. Donc, on va décider de créer une commission avec un président de la Cour des comptes, un secrétaire général et des agents. Et la commission va dépendre du ministère de la Culture. Donc elle va être chargée de définir la méthodologie d'un récollement général, d'en suivre le déroulement. Donc à la base, la commission n'était pas pérenne. Elle devait être dissoute de plein droit à l'achèvement des opérations de récollement, au plus tard le 31 décembre 1999. Mais on va vite s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de travail, parce qu'à l'origine, la commission des dépôts d'œuvres d'art concernait les œuvres d'art, les tableaux, les sculptures. Et en fait, les musées archéologiques n'étaient pas inclus dans cette commission. Donc en les incluant, on va être un peu débordé. Donc la commission, elle va se prolonger. Donc elle va être pérennisée en 2007. Donc maintenant, la commission coordonne la programmation des opérations de récollement et s'assure de leur réalisation. Donc elle publie chaque année un rapport. Donc en fait, à la base, en 1997, on va accéder de 25 agents
qui vont être répartis dans les différents musées. Donc à la fin de la commission, quand la commission existe toujours, mais les 25 agents maintenant font partie de l'établissement où où ils travaillaient. Donc moi j'ai été un agent bricoleur et j'ai commencé mon travail en 2002. Donc maintenant je travaille au DRASM. Alors, quels sont les établissements publics concernés par l'obligation légale de récolement des dépôts? Alors, dès l'origine, il y a les musées nationaux. Le musée du Louvre, Cluny, Orsay, le musée de la Poésie nationale et plein d'autres. Je crois qu'il y a un peu plus de 15 musées nationaux. Le mobilier national, le Centre national des arts plastiques. Puis, en 2003, on va y placer la manufacture de National de Sèvres et en 2018, le DRASM, donc très tardivement. Donc, c'est en 2018 que je suis rentrée au DRASM pour m'occuper des dépôts, parce qu'à la base, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui s'occupait des dépôts. Alors, pourquoi effectuer un récolement des collections? Alors, pour vérifier que le bien culturel est enregistré dans l'inventaire ou dans la base de données. Pour contrôler qu'il correspond au bien inscrit dans l'inventaire. Compléter l'inventaire et le rectifier le cas échéant. Parce que dans nombreux inventaires, nous avons cet exemple, lot de céramique de provenance inconnue ou objet indéterminé de provenance inconnue. Donc vous pensez donc que c'est un peu compliqué de savoir déjà combien il y a de céramique, leur typologie et la provenance inconnue. Donc le récommand va servir aussi à compléter cet inventaire, à effectuer des recherches documentaires pour compléter cet inventaire. Il sert aussi à vérifier la localisation du bien culturel. Est-ce que cet objet est en réserve, en salle, est-ce qu'il est exposé, et où est-ce qu'il est déposé dans une autre institution, ou est-ce qu'il est en restauration? Alors, quelle est son utilité? Alors déjà, tout d'abord, la traçabilité. On va localiser un bien culturel pour un prêt, par exemple, un musée, on demande un objet pour un prêt ou un dépôt. Alors vous pensez bien qu'avec des milliers d'objets, on va être bien embêté pour chercher un objet. Donc le récolement a aussi une grande importance sur la traçabilité. Donc en effectuant un récolement, on va déterminer sa localisation. Et si un musée a besoin de cet objet pour un prêt ou une exposition, on saura dans quel travée est l'objet. Parce qu'avant, on ne le savait pas forcément. Alors, on vérifie aussi l'état de conservation du bien culturel. On va établir des préconisations. Le conditionnement est-il adapté? Est-ce que l'objet a besoin d'une restauration? Et est-ce qu'il présente des problèmes de conservation? Par contre, je me suis coupée. Excusez-moi. Alors, l'état de restauration du bien. Alors, les objets maritimes, en général les céramiques, on va devoir les dessaler. Vous voyez là, la présence de sel. Donc ça peut être utile quand on fait un récolement de savoir si l'objet, là par contre, on ne peut pas grand-chose, parce qu'il aurait fallu le faire, dès que les objets sont remontés, il faut les dessaler. Donc là, c'est un objet qui a pas mal souffert du sel. Donc le sel va ronger la céramique. Donc ça, le récolement, ça va permettre de déterminer l'état de conservation de l'objet. L'objet peut être également oxydé sur du lalage cuivreux ou sur du fer, sur une lanterne par exemple. Sur le bois, il peut avoir de la moisissure, de la craquelure, et dans, par exemple, de l'os, de la moisissure. Le verre, il va avoir de l'irisation. Tout ça, le récolement va permettre de le déterminer. Parce que vous pensez bien que si un objet est dans son jus, on va dire, pendant des années, voire des siècles,
il n'y a aucun moyen de déterminer parce qu'il y a des millions d'objets. Donc ça, le récollement va permettre de le déterminer. Le récollement aussi a un avantage, va permettre d'informatiser les collections. Il va permettre un gain de temps, il va permettre de le transférer à des personnes, que des personnes, des parents, des scientifiques, des étudiants ou des personnes du public puissent accéder aux collections. Il va permettre aussi de manipuler les objets. Donc on va prendre des photos, parfois en 3D. Ça évite, si un scientifique ou un étudiant vient étudier l'objet, qu'on le sorte lorsqu'il est fragile. Alors, le récollement au drachme, ses particularités. Alors, le drachme, il faut savoir que ce n'est pas un musée. Il n'y a donc pas de registre d'inventaire réglementaire. Les biens culturels maritimes, BCM, sont généralement déposés directement dans les musées sans passer par le drachme. Donc là, vous avez vu pour le bois, qui va aller à Agde, et peut-être il va y rester. Donc il ne va pas passer au drachme. Ça pose un problème parce qu'on ne connaît pas forcément toutes nos collections. D'où le récollement. Alors c'est quoi un BCM? Alors le BCM peut être un gisement, par exemple le dépotoir de Port-la Nautique. Pendant des années, on va déposer des objets. C'est une sorte c'est un dépotoir. Ça peut être une épave ou un vestige. Une porte beige pendant la guerre, par exemple. Une dent d'éléphant découverte sur la Lestran, sur la plage. Il y a plein d'autres, une céramique que vous trouvez également. Donc tous les objets archéologiques. Alors le domaine public maritime, le DPM, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'Estran, ses limites c'est la marée haute, c'est la pleine mer, environ 22 km des côtes, les étangs salés avec bras de mer, comme l'étang de Berre, mais pas tous les étangs, les lais, c'est-à-dire les dépôts alluvionnaires, et les 50 pas géométriques en outre-mer. Alors, quelques chiffres au drachme. Alors, le drachme a de très très nombreux dépôts, donc en France et en outre-mer. Alors, là, vous voyez qu'en Occitanie, nous avons 17 dépositaires, c'est-à-dire 17 institutions. Mais c'est un chiffre 2018 qui tend en fait à exponentiel. Il y a, sur ces 17, je pense qu'il y en a beaucoup plus, on en ignore beaucoup. Et le nombre approximatif de BCM connus, donc je ne parle pas par lot, donc c'est 2195 en Occitanie. Alors ce chiffre est sous-estimé, il y en a forcément beaucoup plus, parce que je ne compte pas les lots. C'est-à-dire, si vous avez 17 céramiques des fragments, je n'en compterai qu'une céramique, alors qu'il y en aura plusieurs. Alors, là, nous avons la fouille. Que deviennent les objets archéologiques lorsqu'ils sont remontés à la surface? Alors là, j'ai pris le cas... soit ils sont déposés au drachme dans nos réserves, soit dans les réserves du drachme, soit dans nos 17 réserves archéologiques, soit ils sont déposés dans un musée, donc là vous avez pris l'exemple du musée de Lonzac, ou soit ils vont être directement aller dans un laboratoire de restauration. C'est le cas pour le bois. Il peut aussi également avoir les objets, nous avons des objets en réserve archéologique, et un musée décide de faire une exposition ou décide que cet objet peut l'intéresser. Il ne demande au drachme et cet objet va passer de la réserve du drachme au musée. Voire parfois, pour le récollement, on s'aperçoit que l'objet doit être restauré, donc il va passer de la réserve du drachme au laboratoire de restauration. Alors le cas des découvertes fortuites, alors lorsqu'on découvre un objet fortuitement sur la plage, alors c'est le découvreur, ça peut être le découvreur ou ses descendants. Le découvreur, en général, va demander au musée si cette collection l'intéresse. Donc, le musée va le prendre ou non. Il y a beaucoup de musées qui ignorent un peu qui ne savent pas que les objets maritimes appartiennent au drachme. Donc, soit le musée, le découvreur va donc donner, entre guillemets, l'objet à l'institution. Ça peut être un musée ou alors une mairie. Par exemple, là, vous avez le cas d'une encre. Une encre sur un rond-point, ou soit il va le garder et c'est son descendant à sa mort qui va prévenir le musée.
Donc c'est pour ça que le plus souvent le DRAS ignore la présence de l'objet parfois dans des musées. Donc il faut savoir que lorsque un descendant va présenter un objet à un musée, il ne risque pas de poursuite. Donc il faut le savoir. C'est justement si, par contre, il garde l'objet sans le dire. Ou s'il essaye de le vendre sur le bon coin, par exemple. Là, par contre, il aura peut-être un petit souci. Alors, que faire lors de la découverte d'un bien culturel maritime? Donc, vous êtes sur la plage, vous découvrez un objet. Alors, il ne faut surtout pas le déplacer. Il faut tout de suite le déclarer, soit au DRASM, à Marseille, soit à la direction départementale des territoires et de la mer. Alors, cette découverte va faire l'objet d'un document administratif. C'est une déclaration de découverte de biens culturels maritimes. Donc, par exemple, en 2018, c'est les chiffres 2018, 61 déclarations de découverte ont été dénombrées au DRASM et 73 en 2017. Donc, je n'ai pas les chiffres de 2020 et 2021, mais je pense que le chiffre est beaucoup plus important. Alors, ces déclarations peuvent correspondre soit à un bien culturel maritime précis, par exemple une porte belge, une dent d'éléphant ou une céramique, soit à l'ensemble de la cargaison d'une épave, qui constitue alors un lot proposé de plusieurs BCM. Donc là, nous allons parler justement du récolement du musée de Lonzac. Alors, le récolement du musée de Lonzac proviennent essentiellement d'un chercheur, M. Bouscaras, qui était chercheur bénévole, qui a reçu des autorisations et des subventions de la circonscription des antiquités historiques de Montpellier. Donc, c'est des fautes légales. Donc, M. Bouscaras, de 71 à 93, a fouillé le dépotoir du port de la Nautique. Donc, et c'est sa famille qui les a déposés au musée de Lonzac. Donc, en fait, ils sont passés, comme je vous ai dit, de la famille de Bouscaras au musée, sans passer par le DRASM. Alors, donc, ce sont mes collègues qui ont découvert, je pense en visitant le musée, qui ont vu qu'il y avait des fouilles maritimes au musée de Lonzac. Donc, en fait, à la base, quand j'ai repris le dossier, en fait, le musée de Lonzac n'avait pas fait d'un document administratif. Donc, en général, quand je commence un dossier, je fais un gros travail de documentation. Alors, comme je vous ai dit que le DRASM n'a pas réellement de registre d'inventaire, donc qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il y a des listes d'inventaire, s'il y a une convention ou un arrêté, des courriers administratifs, des voies qui évoquent le dépôt. On a aussi une base de données, l'objet peut être dans la base de données, des rapports de fouilles ou des photos. Donc avec ça, je vais essayer de voir si je peux compléter le dossier. Donc pour Lonzac, on n'avait rien du tout. Donc là, le récolement, donc je préviens le musée, on s'enquiert d'un rendez-vous et donc j'arrive avec mon matériel. Donc, pour Lonzac, le récolement s'est effectué en décembre 2020, en 2 jours. Nous avons récolté 231 objets. Donc nous n'avons pas chômé parce que 231 objets en 2 jours, c'est pas mal. Alors, par où je vais commencer? Donc là, en fait, comme je n'ai pas réellement de liste, je vais prendre objet par objet. Je ne vais pas prendre une liste. Donc je vais prendre un par un chaque objet. Alors d'abord, je détermine le marquage de la fouille. Le marquage. En fait, là, vous avez vu, en général, à l'époque, c'était un gros marquage. Là, ça va me servir pour le post-récolement. Donc, je note le marquage. Alors, j'identifie aussi les inscriptions originelles, c'est-à-dire s'il y a des graffitis, comme l'image sur l'amphore. Vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien. Et aussi les timbres ou les marques sur les sigillets. C'est très difficile de voir les marques sur les sigillets. Après, je décris l'objet. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de formes d'amphores. Donc, j'essaie de déterminer, je ne les connais pas tous. Donc, j'essaie de déterminer la forme de l'amphore, parce que ça peut être une amphore à vin, une amphore à saumure, une amphore à olive. Donc, il y a toutes formes d'amphores.
Ça, c'est une amphore à vin. Le Riad Coulis. Alors là, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis une archéologue terrestre. Hein, donc, au DRAS, j'ai dû tout apprendre, tous les objets maritimes sur les objets de bateau. Donc, en général, je demande à ma collègue Marie-Pierre. Alors, je prends aussi les dimensions des objets. Alors ça, les dimensions des objets, c'est important parce que quand l'objet doit être restauré, il va falloir le mettre dans une boîte. Donc c'est important de savoir sa dimension pour qu'il ait une boîte adaptée. Donc sa hauteur, sa profondeur, sa largeur. Alors je vérifie aussi le constat d'état. Alors, il faut savoir que pour les BCM, là c'est facile au Monzac parce que nous avons tous c'est une fouille Bouscaras, c'est des fouilles maritimes. Alors parfois c'est un peu compliqué parce que là vous voyez il y a des concrétions. Donc c'est forcément un objet qui a été enfoui dans la mer. Donc parfois c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des objets qui n'ont pas de concrétion et quand on n'a pas la provenance de l'objet, c'est extrêmement difficile de savoir si c'est un objet terrestre ou maritime. Donc là, il n'y a pas de souci, mais dans certains musées, les collections sont mélangées. Donc je ne sais pas, en fait, c'est insoluble. On ne saura jamais s'il n'y a pas la provenance, s'il n'y a pas le registre d'inventaire n'a pas été tenu. On ne saura jamais si l'objet est maritime ou terrestre. Bon là, il n'y a pas de problème, il est maritime, il vient de la fouille Bouscaras. Et là, nous avons une pomme de pin qui présente des moisissures. Alors, il faut savoir qu'avec le Covid, il y a beaucoup de musées qui ont fermé donc, et qui ont éteint leur chauffage. Et après le Covid, qui ont repris. Et du coup, il y a eu des baisses de température assez importantes. Donc, la poussière plus l'humidité, ça crée de la moisissure. Donc ça, en général, ces objets sont enlevés des vitrines pour pas qu'ils contaminent ou qu'ils soient encore plus abîmés. Alors, nous, au DRAS, nous avons une tablette connectée, mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Alors, en 2 jours, c'était assez contraignant d'utiliser la tablette numérique. Nous avons utilisé une base Excel. Alors, une fois que les dimensions sont prises, que l'objet est identifié, on va lui attribuer un numéro de race. Alors, comme je vous ai dit, nous, on n'a pas de registre d'inventaire, mais on a une base sur une base, comme une base Excel, où on note au fur et à mesure nos numéros d'inventaire. On est à 40 000. Alors, il faut savoir que les dépôts rétrospectifs, on leur donne un numéro d'inventaire de 1 à l'infini. Par contre, les objets qui sont découverts, comme l'objet de Marie-Pierre, ont un numéro de fouille. Ils n'ont pas un numéro, par exemple, 32 400, ils ont un numéro de fouille 92, SSP et l'année. Donc ça, c'est un peu compliqué, en fait. On fait de la gestion des collections. Alors après, on prend la photo de l'objet. Alors, on prend surtout son numéro d'inventaire. C'est bête à dire, mais quand on a 200 objets et qu'on rentre, et qu'il faut les compléter, il faut mettre leur numéro d'inventaire. Des fois, on est bien embêté parce que si on ne met pas le numéro d'objet, on se demande bien quel est le numéro d'inventaire. Donc, on marque le numéro d'inventaire et son marquage. Comme je vous ai mis là, le marquage des fouilles, vous allez voir que ça va être assez important de le notifier. Donc, après la photo, on est amené à faire du reconditionnement. Alors, en vitrine, on va faire le reconditionnement, par exemple, comme l'objet est présent de la moisissure, on va l'enlever. Ou alors, on va replacer les objets comme ils étaient placés avant. Ou là, on est en réserve, on va les mettre dans des mini-grippes ou des boîtes, où on va séparer les objets par matière. On évite de mettre du bronze, surtout corrodé avec du fer. On va mettre l'os, on va séparer l'os, on va séparer les céramiques. Donc parfois il y a un gros travail de reconditionnement. Donc on va ranger, bien à sa place. Donc on va nettoyer. Alors c'est vrai que quand on fait du récollement, on met un peu de bazar, donc on va nettoyer pour faire place nette. Alors le post-récollement, une fois qu'on a fait tous les objets. Donc là en 2 jours ça a été assez compliqué parce qu'il fallait tout faire en 2 jours. Donc on a réussi. Donc une fois qu'on a toutes les données, on va faire le post-récollement. Donc on rentre au draft. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous avez vu que nous,
fallait noter le numéro de marquage, alors numéro de fouille. Alors là, dans cet exemple, dans cette dent d'éléphant, cette dent, on a N92 979. Alors là, on sait que c'est les fouilles Bouscaras, donc en fait c'est tout simple, c'est le rapport de fouille de 92 et c'est le numéro 979. Alors ça, c'est vraiment l'idéal, parce que en général, on n'a pas toujours ce numéro de marquage de fouille. Alors quand on n'a rien, quand on n'a pas la provenance, donc vous vous doutez bien, avec tous les rapports de fouille, on en a, je ne sais pas combien on en a, mais on en a plusieurs milliers, donc c'est un peu compliqué. Alors des fois, on n'a pas de marquage, on a juste une photo. Donc quand les rapports de fouille ont des photos, c'est assez facile de déterminer l'objet. Voilà. Alors il faut savoir que pour la nautique Bouscaras, il y a à peu près une vingtaine d'objets. Alors parfois, non, une vingtaine de rapports de fouille. Alors parfois, quand j'arrive au DRASM, je fais les 20 rapports de fouille. Ça, et encore, là, des fois, c'est un peu beaucoup plus. Donc c'est un gros travail, la documentation. Alors après, c'est pas terminé. Comme je vous ai dit, nous, au DRASM, on n'a pas d'inventaire, on n'a pas de registre d'inventaire. Par contre, on a une base de données, donc, qui s'appelle Ishtar. Donc on va saisir les données dans cette base. Alors ça, il faut savoir aussi que cette base, elle est accessible aux chercheurs. Par exemple, quand je vais en récollement dans un musée, on va donner un mot de passe aux conservateurs, aux personnes scientifiques qui auront accès aux documents. Donc là, dans cette base, on peut mettre les rapports de fouille, on peut mettre les rapports de restauration et les conventions. Donc c'est vraiment, et à terme, cette base sera accessible au public. Alors là, après, c'est la partie la moins agréable, la partie que j'aime le moins faire, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est encadrement juridique. Alors, ces conventions vont être très importantes parce qu'elles vont permettre de lister les obligations du déposant ainsi que celles du dépositaire. Transport, valeur d'assurance, conservation des œuvres, restauration. Une liste des BCM y est également annexée. Alors, en cas de nouveau BCM, alors il faut savoir que donc à Onzac, nous avons fait une convention de dépôt. Alors, par exemple, dans le cas de Narbonne-Viard, nous avons fait une convention de dépôt. Mais le plus souvent, on est amené à faire des avenants, parce qu'il y a d'autres fouilles qui sont... Enfin, l'archéologie, c'est toujours exponentiel. Donc, en fait, il y a toujours des objets qui sont remontés, ou alors on veut faire des expos, il y a toujours des objets qu'on demande. Donc, en fait, on fera au fur et à mesure des avenants. Et il y a aussi des fouilles qui durent, qui sont fouillées pendant une dizaine d'années. Donc, tous les ans, on fait une convention de dépôt, on fait un avenant. Après, alors c'est toujours pas fini, après la convention de dépôt, alors moi je vous ai dit, en fait, avant je faisais partie de la commission de récommand des dépôts d'œuvres d'art. Donc maintenant je fais partie du DRASM depuis un an. Donc en fait je dois toujours quand même des comptes à la CRDOA, puisque à chaque récollement, je dois leur dire les biens que j'ai vus et les biens que je n'ai pas vus. Alors pourquoi je dois leur dire les biens que je n'ai pas vus? Parce que dans ce cas-là, il va y avoir soit un dépôt de plainte du dépositaire. Alors, dépôt de plainte, c'est surtout quand c'est des objets assez volumineux, assez caractéristiques, et où on s'aperçoit qu'il y a peut-être eu un vol, ou alors un classement. Alors, le classement, c'est fait pour les objets, par exemple, quand on a un objet lithique qui est disparu. Alors, un objet lithique, par exemple, un biface, pour le retrouver parmi un autre biface, c'est extrêmement difficile, surtout s'il n'y a pas de marquage. Donc on va faire, on ne peut pas identifier l'objet, le dépôt est vraiment trop ancien, parce que je vous ai dit que des fois les dépôts datent de 2 siècles. Donc du coup on fait un classement. Donc on dit, bon voilà, l'objet, en fait on le garde dans la base de données, mais il est classé. Il peut arriver qu'il soit retrouvé, mais franchement si c'est un objet, comme je vous ai dit, un biface ou ça peut être un fragment de céramique, c'est extrêmement difficile. Donc du coup, à la CRDOA, ils ont une base, et en fait, par exemple le Louvre a un peu plus de chance que nous, qu'en archéologie, parce que c'est souvent des objets assez caractéristiques, des tableaux, des sculptures, et là par contre, ils arrivent à retrouver les objets. Donc, nous, au DRASM, pour l'instant, on a fait un dépôt de plainte, et c'était des objets gallo-romains, et la plupart, c'était des fragments de céramique. Alors, après,
Et ben voilà, c'est fini. Voilà. Je vous remercie. Là.